Dire sans nuire, dénoncer sans choquer, critiquer sans attaquer. C'est ça le principe de l'opposition sur ce plateau du duel. Le recadrage, de façon pacifique et très modérée, revient justement à l'acteur de la mouvance sur le plateau du duel. Ce plateau que nous offrons chaque fois, toutes les fois, dès que l'heure sonne justement de suivre votre émission Dimanche, c'est politique. À toutes et à tous, nous disons merci de toujours rester fidèles au programme de UTélé. Vous nous suivez à travers nos différents canaux de diffusion ou bien sûr nos différentes plateformes numériques. Nous vous souhaitons tout simplement la bienvenue. Ah oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons donc aborder encore deux questions majeures qui alimentent l'actualité cette semaine en République du Bénin. Oui, on parlera en un premier temps justement de la transmission, oui, des statistiques provisoires. La Sénat par l'ANIP, on va en discuter. Est-ce qu'avec cet acte qui respecte justement le calendrier établi par l'institution qui s'occupe des élections au Bénin, pouvons donc nous attendre encore un audit. Quelle est donc son importance? Est-ce que cela est encore nécessaire? Nous allons en discuter sur ce plateau. Ensuite, après l'arrestation de l'activiste Hugues Komlan Sosokwe, l'opposition, oui, monte au créneau une fois encore. Entre déclaration, dénonciation et exigence, est-elle, oui, dans son rôle républicain ou simplement dans une logique de défiance systématique? C'est une interrogation à laquelle nous allons donc tenter, oui, d'apporter quelques propositions de réponse sur cette émission Dimanche, c'est politique de ce 20 juillet 2025. Mesdames et messieurs, deux visions, deux idées. Mesdames et messieurs, c'est le duel avec nos invités déjà présents ici en ce studio avec nous. Augustin Sodinou, il est membre du parti Union progressiste, le renouveau basé dans la 20e circonscription électorale. Augustin Sodinou, bonjour. Bonjour les téléspectateurs de télé, c'est un plaisir renouvelé d'être ici pour donner la lecture de l'actualité sociopolitique de notre pays à chaque fois que vous nous invitez. Merci surtout pour cette disponibilité, Augustin Sodinou. C'est moi. En face de Augustin Sodinou, ce dimanche 20 juillet 2025, c'est bien sûr Shadrack Agbetou, qui est un consultant en droit humain. C'est lui, justement, qui a répondu à notre invitation. Shadrack, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de ITélé Bénin. C'est un honneur pour moi de débattre sur ces sujets d'actualité. Merci pour votre disponibilité. Annonce ce dimanche matin, Shadrack Agbetou. Mesdames et messieurs, à un peu moins de 6 mois des élections générales de 2026 au Bénin, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP en abrégé, a officiellement transmis le lundi 14 juillet 2025 les statistiques provisoires de la liste électorale informatisée LEI à la Commission électorale nationale autonome Sénat. La cérémonie, justement, s'est tenue au siège de la Sénat à Cotonou en présence de son président Saka Lafia, oui, du directeur général de l'ANIP Aristide Adjinankou Nyaoui, du directeur général des élections Boukari Abou-Soulé Adam, et des conseillers justement de la Sénat et des cadres de l'ANIP. C'est cela, il sera question en un premier temps, puisque après cela, on se pose la question de savoir si, oui, à quoi servira encore l'ANIP, si vous estimez en tout cas que cela est toujours nécessaire au niveau du parti de l'opposition. Nous allons démarrer par vous, Augustin Sodinou. Voilà les statistiques, oui, provisoires qui ont été transmises justement à la Sénat à moins de 6 mois, à un moment où justement l'opposition espère toujours l'audit de ce fichier électoral avec tout ce que nous avons, tout ce à quoi nous avons assisté par rapport au choix de l'expert, tout ce qui s'est passé justement autour. La question aujourd'hui, c'est de savoir si justement cela a encore une importance. Même avant la période de transmission des statistiques de l'ANIP à la Sénat, nous, de notre position, on ne voyait pas l'opportunité ni la nécessité d'aller à cet audit réclamé et obtenu par l'opposition, notamment le parti Les Démocrates, et encore plus forte raison aujourd'hui où nous remarquons très bien que les institutions en République de Bénin
fonctionne normalement et de façon méthodique, avec observation des prescriptions de la loi, déroule le calendrier électoral. Il est irréversible aujourd'hui que le Bénin s'apprête à l'année électorale de 2026 et naturellement tous les acteurs impliqués, tous les acteurs concernés dans les élections aujourd'hui s'activent. Même les partis politiques, même le parti, les démocrates qui critiquaient les choses aujourd'hui, j'ai suivi à la télé certaines de leurs déclarations comme quoi ça y est, c'est bon, tout le monde maintenant se range et on va vers les élections. Ceci étant, cette affaire d'audit, ça ne fera que renforcer la transparence dans le processus électoral. Et c'est pour ça que nous saluons la clairvoyance du chef de l'État, parce que malgré que les partis politiques qui soutiennent ces actions n'ont pas trouvé d'intérêt à s'investir dans l'audit du fichier électoral qui n'existe pas jusque-là, le chef de l'État, dans sa clairvoyance, dans son leadership, a bien voulu renforcer la transparence de notre processus électoral en accédant, en accordant cette demande du parti les démocrates, en ce que l'État aujourd'hui a déjà mis les moyens à leur disposition et qu'ils ont fini dans l'ambiance que nous avons observée de suspicion, de bruit et de tout. Ils ont fini quand même par sélectionner les experts internationaux, les cadres techniques qui vont travailler à cet audit. Donc, ça continue d'être une opération pour nous de plaisir et une opération pour nous d'utiliser les fonds publics pour des opérations dont on pouvait s'en passer, mais on se réjouit du fait que cela ne fera que renforcer la transparence de notre processus électoral. Voilà, merci à vous. Alors, Shadrack Agouitou, l'audit du fichier électoral est-il encore pertinent après la transmission des données provisoires à la Sénat, selon vous? Merci, monsieur le journaliste. Pertinence de l'audit, oui. Pourquoi? Parce que dans le contexte béninois, il y a depuis des années maintenant des suspicions qui s'élèvent à chaque fois qu'il y a une élection. Et l'audit du fichier électoral est un élément qui permet ou qui renforce bien évidemment la légitimité des dirigeants qui seront élus après 2026. Pour faire simple, l'audit du fichier électoral poursuit 3 objectifs principaux. Allez-y. Premièrement, ça permet de soustraire ou d'enlever les anomalies qu'on peut constater dans le fichier électoral. Par exemple, il peut y avoir des doublons, des personnes décédées ou encore des personnes qui ont perdu leurs droits civiques. L'audit permet bien évidemment de le faire. Au-delà de ça, il y a aussi la question de la transparence. Nous savons que en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Bénin, les élections sont souvent sujettes à controverse en raison de ce qu'il y ait des fraudes ou des tripatouillages électoraux qui sont faits. Et avec un audit, et je le précise bien, qui est réalisé par un comité d'experts qui est en principe indépendant et a une compétence avérée dans la matière, permet quand même de voir et d'affirmer, après qu'il y ait des élections, que tel ou tel gouvernant qui a été élu sur la base d'un fichier électoral exempt de toute reproche. Et le dernier objectif que poursuit bien évidemment cet audit électoral, c'est de renforcer non seulement la confiance des citoyens aux institutions de la nation, mais également aux gouvernants qui seront élus, dans le sens où nous avons constaté que depuis quelques années, il y a une certaine crise de confiance au niveau des citoyens et vous allez remarquer que sur le taux de participation, chaque année, au cours des années électorales, le taux de participation des citoyens est assez bas.
Mais ce genre d'initiative, ce genre d'audit permet quand même de renforcer, on l'a déjà vu dans plusieurs pays de la sous-région également, que lorsque on s'entend sur ce qui va permettre de désigner nos gouvernants, une chose est sûre, les suspicions qui s'élèvent à cet effet sont à tout le moins apaisées et je suis certain que 2026, si l'audit est réalisé, les dirigeants qui seront élus auront quand même une certaine légitimité, sans enlever la légitimité aux gouvernants qui sont là, mais juste pour que le processus démocratique soit inclusif, participatif, et bien évidemment ait une onction véritablement de la population ou du peuple béninois. Oui, vous avez retracé justement la pertinence, sinon l'objectif pour lequel il faut donc procéder à cet audit. La question qu'on se pose, c'est que après la transmission de ces statistiques à la Sénat, est-ce qu'après cet acte qui respecte justement le calendrier dans les préparatifs justement de ces élections générales, est-ce qu'après cet acte, l'audit aura encore son sens? Si ce n'est pas fait jusqu'à l'heure où ces données statistiques provisoires, j'allais dire, ont été transmises à la Sénat. Alors, il faut rappeler qu'en vertu de l'article 17 du Code électoral, l'ANIP a l'obligation de transmettre des données statistiques à la Sénat pour que celle-ci puisse prendre cette disposition, bien évidemment, pour la tenue des élections en matière d'organisation administrative et opérationnelle. Maintenant, par rapport à votre question, oui, il faut rappeler que l'objectif principal de l'audit est un point de vue qui est partagé aussi bien par l'opposition que par la mouvance. Et à cet effet, vouloir, en raison de la transmission, bien évidemment, des données statistiques électorales à la Sénat, vouloir enlever ou vouloir retirer ce caractère pertinent de l'audit électoral, je pense que c'est une conclusion trop hâtive, dans le sens où cette transmission n'emporte pas d'office, bien évidemment, la liste électorale définitive. Il y a une procédure. Il y a une procédure qui doit être respectée dans le cas d'espèce. Et c'est à la Sénat, lorsqu'elle reçoit la liste, il faut qu'elle, à son niveau, fasse un travail administratif et qu'il affiche, bien évidemment, les listes qui lui seront transmises afin que les citoyens puissent s'en enquérir et s'il y a des modifications ou des corrections à apporter, ceux-ci puissent les faire. Mais moi, je maintiens le fait que l'audit du fichier électoral doit être fait parce que, qu'on le veuille ou non, depuis quelques années, la seule chose sur laquelle les acteurs politiques ne s'entendent pas, c'est déjà les conditions dans lesquelles les élections sont organisées. Et à cet effet, si on en arrive à trouver, bien évidemment, un terrain d'entente, il faut aller au bout du processus pour qu'après, les conclusions puissent permettre de constater que, voilà, on s'est entendu sur le fait qu'on doit faire un audit, l'audit est fait, voilà les résultats. Sinon à l'heure actuelle, je reste dubitatif sur le fait que la transmission des statistiques électorales emporte d'office une liste électorale définitive. Vous avez suivi quand Augustin disait tout à l'heure que l'audit qui n'était même pas nécessaire pour l'organisation de ces élections. Vous tenez, en tout cas cela, Augustin Sodinou, vous avez suivi votre vis-à-vis qui estime que c'est aussi pertinent et que cela ne devrait pas être, bon, si on peut s'exprimer en ces termes de griffe, annulé du processus, puisque le processus est enclenché. À quoi servirait-il donc si on sait déjà que est-ce que cela, voilà, quel effet, j'allais dire, cela pourrait produire justement sur ces données provisoires qui ont été transmises à la Sénat, selon vous? En fait, l'audit est commandité pour corriger des éventuelles erreurs techniques qu'il peut y avoir sur la liste. Et aussi, l'audit est commandité pour que
cela soit exercé par des experts internationaux indépendants. Mais curieusement, lorsque nous observons de près tout ce que nous avons entendu lors de la sélection de ces experts internationaux, et vu le fait que nous connaissons au Bénin et nous savons à peu près ce que les uns et les autres sont capables de faire, nous n'espérons pas grand-chose. L'audit permet de renforcer la transparence, la confiance et tout ce que nous pouvons avoir de très bien dans un audit. Mais le problème en réalité, c'est au niveau de l'opposition. Et c'est pour ça que nous, étant avec le président Patrice Talon, sachant la rigueur, la responsabilité avec lesquelles les affaires publiques sont désormais gérées dans notre pays, la recherche permanente de la perfection dans tout ce que nous avons à faire, nous n'avons pas trouvé pertinent d'aller auditer un instrument qui n'existait pas et qui continue de ne pas exister. Nous ne disposons pas encore d'un fichier électoral à l'heure où je parle ce dimanche. Et pourtant, on a voulu auditer le fichier électoral. Les institutions, comme à ma prise de parole tout à l'heure, je disais que les institutions, en observant les prescriptions de la loi, l'ANIP a déjà fait la transmission des statistiques à la CEDA. Cela, pour moi, ne devrait pas empêcher l'audit du fichier. Car, dans le bon ordre, et ce qui nous renforce encore dans notre position, c'est que cette liste, 15 jours avant les 60 jours de la transmission provisoire de la liste informatisée électorale, c'est que cette liste doit être affichée partout. Et tous les citoyens sont appelés à consulter et à remonter si éventuellement il y avait des erreurs. Et ça nous renforce encore dans ce que cet exercice, bien étant entendu que c'est pour renforcer la transparence, la confiance, me paraît un doublon, me paraît une dépense supplémentaire. Alors que Dieu sait que nous avons assez de défis devant nous, Dieu sait que nous n'avons pas assez de ressources et que nous avons besoin d'assainir les dépenses publiques et de faire des choses utiles. Mais lorsque je dis que le problème, ce n'est pas au niveau du peuple et que c'est beaucoup plus au niveau de l'opposition, qu'ils vous souviennent, au lendemain des élections législatives de 2023, voilà le parti Les Démocrates qui déclare à qui veut les entendre qu'ils ont gagné les élections partout au Bénin. On a failli même succomber. On a failli même tomber dans leur piège. Moi, je suis de la 20e circonscription électorale, précisément de la commune d'Avrancourt. J'ai même appris que les démocrates ont gagné dans la 20e. Alors que dans la 20e, ils ne sont même pas existants. C'est une poche qui se trouve être localisée vers la commune de Misrité et qui, avec quelques voix glanées un peu partout, qui a permis aux démocrates de lever un siège dans la 20e. Et aujourd'hui, Dieu seul sait quel est leur état d'existence dans cette 20e. Et voilà des gens qui publient partout que c'est eux qui ont gagné les élections partout. C'est faux. Lorsque vous observez de près, lorsque vous êtes dans chacun la région dans laquelle nous appartenons, nous nous apercevons très bien l'avance que la mouvance a sur l'opposition que nous avons en face. Mais il ne suffit pas de crier plus fort pour avoir raison. Il ne suffit pas de vouloir faire de l'amalgame là où il n'existe pas un problème pour chercher à embrouiller les pistes. D'ailleurs, nous avons vu leur réaction lorsque le code qui a mis le curseur un peu plus haut pour permettre à ce que l'ancrage, l'implantation, l'influence des partis politiques soit palpable dans toutes les régions, dans toutes les circonscriptions de notre pays. Nous avons vu leur réaction. Ce parti qui scande partout que c'est le parti du peuple, ils peuvent gagner, ils peuvent faire tout. Nous avons vu leur réaction face à tout cela.
Heureusement qu'aujourd'hui, je crois que la raison est en train de gagner leur camp, de par ce que j'ai suivi de leur déclaration il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, que bon, voilà, puisque nous sommes déjà maintenant à moins de 6 mois du premier scrutin de l'année électorale, et que bon, voilà, donc on va faire avec le code, ce code qui a permis quand même la présence de l'opposition aussi à l'Assemblée nationale, et renforcer un seul code pour tous les partis politiques qui vont participer aux élections dans notre pays. Je crois que, puisque la sagesse a commencé par les visiter, il vaut mieux s'atteler, travailler pour satisfaire les exigences du code électoral et gagner les élections, au lieu de vouloir embrouiller le peuple béninois par rapport au fichier électoral, alors que ce travail a été confié à l'ANIP, une agence des professionnels qui savent faire tous les jours pour faire de notre registre d'état civil mais un outil fiable où les données sont beaucoup plus justes que ce que nous faisions auparavant. Voilà. Alors, Shadrach Agbetou, vous avez suivi Augustin Sodinou dans son développement, puisque tout à l'heure, dans votre prise de parole, vous avez parlé d'un processus qui devrait, vous avez dit, un processus qui, en principe, doit être indépendant. Est-ce que c'est parce que vous avez de ces soupçons, de ce qu'il y a d'autres ingérences que vous vous exprimez en ces thèmes? Sinon, quelles sont les raisons qui vous amènent à le dire? Si on sait véritablement que les partis de la mouvance, aucun de ces partis, justement, n'est représenté au sein de ce comité. Alors, merci monsieur le journaliste. Je le maintiens et je le réitère. Oui. Dans une démocratie, c'est la loi en principe de la majorité qui passe, si cette majorité-là prend en compte bien évidemment celle de la minorité. Mais pour désigner cette majorité, il faut passer par le vote. Et le vote est fait par des citoyens. Alors, à cet effet, nous descendons un peu plus bas et nous allons constater que les citoyens qui sont habilités à voter sont désignés, sont affichés sur une liste électorale. Oui. Alors, qu'on le veuille ou non, depuis un moment, la liste électorale constitue un point fondamental pour toute élection. Et à cet effet, il faut un audit. Et l'audit ici, comme je le disais depuis le début, renforce en fait la légitimité non seulement des gouvernants, mais également des institutions de la République. Maintenant, par rapport à votre question de savoir si c'est parce qu'il n'y a pas... Nous savons qu'il n'y a pas, les partis de la mouvance ne sont pas représentés au sein de ce comité, mais vous dites qu'en principe devrait être indépendant. C'est à croire que oui, peut-être vous avez des informations que vous allez partager avec nous en ce sens. Alors, l'indépendance en fait de ce comité ne dépend pas en principe des membres qui composent ce comité. Mais bien évidemment de la compétence et de l'intégrité de ceux qui seront amenés à effectuer cet audit-là. Maintenant, par rapport, il faut que je le rappelle aussi, je ne porte pas caution, bien évidemment, des discours partisans. Mais ce que moi je dis et que je réitère, c'est que l'audit du fichier électoral nous permet en fait d'arrêter d'avoir des suspicions sur les élections, parce que comme le dit mon co-débatteur tout à l'heure, en 2023 aussi, il y a eu également des partis qui se sont portés caution de ce qu'il y aurait eu des fraudes électorales. Et vous allez voir que le processus qui a conduit au fait qu'on fasse un audit a été porté par ces partis-là. Et je vais vous rappeler que ce processus a été fait de commun accord avec les acteurs de la société civile. Et les acteurs de la société civile sont en principe des acteurs neutres. Et de ce fait, je pense que sur l'utilité, sur la qualité des experts qui seront commis à la réalisation de cet audit, il faut leur accorder le bénéfice du doute et espérer qu'ils fassent un travail qui va concourir à un Bénin qui
dont la démocratie a été autrefois et continue d'être enviée. Voilà. Alors, on va toujours rester avec vous, hein, Shadrach Agbetou, ici sur ce plateau. Est-ce que ne pouvons-nous pas parler d'une élection transparente sans ce taudis dont il est question aujourd'hui, avec la rigueur, Augustin l'a souligné tout à l'heure, qui caractérise aujourd'hui la gestion de la chose publique au Bénin? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, Oui. il n'y a pas de baromètre pour mesurer la sincérité d'une personne. Et dans le cas de l'audit, oui, dans le sens où, en 2016, le président de la République a été élu alors qu'il n'avait personne au sein du gouvernement et au sein des institutions en charge de la gestion des élections. Sur cet exemple, par exemple, on peut dire qu'il n'y a pas eu forcément de fraude parce que cette élection a reçu l'onction du peuple béninois dans le sens où tout le monde, il n'y a même pas eu de contestation de l'élection du président de la République. Maintenant, sur la question que vous me posez, je reste perplexe et je vous avoue qu'il serait un peu difficile d'avoir une posture tranchée sur la question dans le sens où il n'y a pas forcément un élément qui convainc, qui va nous dire, voilà, ces élections, avec ou sans audit électoral, ça va nous permettre d'avoir une élection transparente et sincère. Mais pour éviter tout débat, pour éviter que d'autres personnes se lèvent pour dire, voilà, les élections générales de 2026 ont été un fiasco parce que il n'y a pas eu transparence. Il faut qu'on fasse cet audit électoral parce que ça contribue aussi au renforcement de l'état de droit et de la démocratie au sein de notre pays. Merci. Augustin Sodino, à vous, avec la même question. Sans un audit externe et indépendant, est-ce que nous n'avons pas comme impression, justement, est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement que les élections peuvent se dérouler dans une transparence absolue? Votre vis-à-vis tout à l'heure a cité un exemple, les élections présidentielle de 2016 où l'actuel chef de l'État ne bénéficiait donc d'aucun soutien institutionnel et autres. Et pourtant, ça s'est très bien passé. Si on refait justement à tout ce qui s'impose au sein de l'opposition aujourd'hui, à ce que les 16 audits, justement, cet audit, j'allais dire, soit réalisé. En réalité, moi, je me pose la question de savoir si ce n'est pas une manifestation de mauvaise foi, ce que nous voyons, ou si ce n'est pas un mauvais dessein de dilapidation des ressources publiques. Car nous avons quitté un système où on utilisait le papier pour enregistrer pour faire la liste électorale. On délivrait de petites cartes. On a évolué. Nous sommes arrivés à un système qu'on appelait l'EPI, la liste électorale permanente informatisée. Oui. Et nous sommes arrivés à l'ère du président Patrice Talon, où nous avons plutôt opéré des réformes en ce sens que nous voulons désormais disposer du registre d'état civil comme les nations modernes du monde. Nous voulons avoir les données les plus fiables, de telle enseigne que l'identification des personnes est devenue une donnée beaucoup plus palpable. Et l'opposition, étant représentée à l'Assemblée nationale, connaît correctement le processus, la technicité et l'expérience reconnue sur le plan international des acteurs qui opèrent dans ce secteur dans notre pays. De telle enseigne que, lorsque la liste électorale informatisée sera tirée du registre d'état civil, où les citoyens à la base seront invités pour aller consulter ces listes-là, c'est un genre d'audit. On peut bel et bien aller à ces élections-là sans passer par cet audit. Lorsque je me prononce comme ça, étant partisan, peut-être que les gens ne vont pas me comprendre, ils vont penser que c'est peut-être parce que nous avons un outil qui est très sensible, parce que la liste électorale est un outil très très important dans un processus électoral.
que nous ne voulons pas subir le contrôle. Mais je rappelle que la rigueur, la responsabilité dans la gestion des affaires publiques qui caractérise désormais la gouvernance dans notre pays oblige à ce que qui que ce soit qui assume une fonction publique au Bénin sait qu'on ne badine plus au Bénin et qu'on ne fait plus de l'à peu près. À partir de ce moment, Oui. je voudrais prendre le peuple béninois à témoin. Nous attendons les conclusions puisque le président de la République a déjà donné feu vert à cette opération qui, naturellement, devrait aider à voir si en temps il y a des erreurs, mais je mets le peuple à témoin, je mets les parties prenantes, toutes les parties prenantes à témoin. Nous aurons les conclusions de cet audit et on se rendra une fois encore compte que la gouvernance du président Patrice Talon est une très belle gouvernance qui n'aura pas grande chose à reprocher, sinon qu'il n'y aurait rien à revoir. Et en ce moment, on se serait dit, mais bien évidemment, on pouvait aller aux élections sans cet audit et faire confiance simplement à l'audit participatif que les citoyens à la base auront à faire durant les 15 jours pour que, si en temps il y a des décès qui n'ont pas... Vous suivez avec moi. Oui. Que désormais, en République du Bénin, lorsque vous perdez un parent, c'est une obligation d'aller déclarer le décès. Oui. À partir de ce moment, et de façon informatisée, ça veut dire de façon presque automatique, on estime tous les décès. Avec l'informatique, c'est impossible d'avoir des doublons. Avec une liste qui sera tirée du registre d'état civil, un registre d'état civil qui découle aussi de l'identification des personnes où, au Bénin maintenant, chaque individu a un numéro unique. Je crois que si ce n'est pas fait preuve Oui. de mauvaise foi, Oui. si ce n'est pas fait preuve de l'envie de dilapidation des ressources, on pouvait bien se passer de cet exercice. Mais je salue le fait que le chef de l'État ait donné feu vert à cela. Cela ne fera que lui donner raison demain. Oui, sur cette question, Shadrach, vous avez quelque chose rapidement à ajouter? J'aimerais peut-être bien poser une question, même si ce n'est pas mon rôle. Si vous estimez que il y a la rigueur, il n'y a plus de l'à peu près, pourquoi pensez-vous que l'audit du fichier électoral serait un superflu? Parce que moi, je maintiens ma position sur la question et tout. Vous êtes partisan du régime actuel. Oui. Je comprends tout à fait votre position. Mais moi, de ma position de juriste et de consultant en droits humains, il y a des fondamentaux à la démocratie qu'il faut respecter dans tout pays. Peu importe le discours qui est tenu par les partisans, il faut associer les citoyens, bien évidemment, à la gestion de la chose publique. Et l'audit du fichier électoral représente aussi un moyen pour nous d'intervenir, de connaître en fait comment l'agence nationale, l'ANIP, voilà, réalise réellement son travail dans la production de la liste électorale. Vous savez, qu'on le veuille ou non, le régime en place est en train de faire des avancées qu'on apprécie et tout. Mais tout ce que nous voulons, c'est que les voies, les canaux ou les mécanismes qui nous permettent d'accéder ou d'avoir la vérification de ce que vous avez fait n'est pas contre nous. Donc, ne voyez pas en l'audit une opportunité de dilapider l'argent du contribuable. Au contraire, ça participe non seulement à la veille citoyenne, mais également à renforcer l'idéal démocratique que nos pères nous ont laissé depuis 1990. Merci. Nous allons poursuivre sur ce plateau de duel ce dimanche 20 juillet 2025. Le parti de l'opposition, les démocrates, a exprimé de vive voix, de vive préoccupation, j'allais dire, quant aux conditions d'interpellation de l'activiste Sosokwe. C'était donc à l'occasion d'un point de presse donné le lundi 14 juillet 2025 à son siège à Cotonou. Et selon les responsables du parti, plusieurs zones d'ombre,
entoure l'arrestation et l'extradition du web activiste présenté comme réfugié politique protégé par le Haut Commissariat des Nations Unies. Pour les réfugiés, nous allons aborder cette question ici sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour se poser la question de savoir si, cette manière de faire, si l'on reconnaît que c'est une affaire qui est devant la justice, alors on va démarrer, par vous, Shadrach Agbetou, l'opposition dans cette... tout ce qui se passe, par rapport à cette situation, est-ce qu'on peut dire que c'est dans son rôle, justement, républicain qu'il est en dénonçant, les dérives, ou reste-t-elle dans une opposition de principe, tout simplement, Shadrach? Alors, sur cette question, il faut rappeler qu'en démocratie, l'opposition est fondamentale. Fondamentale dans le sens où elle contribue à l'animation de la vie politique, mais aussi à éveiller les consciences sur la manière dont le pouvoir ou le régime en place est en train de gouverner. Elle est amenée à cet effet à critiquer l'action du gouvernement, à proposer des solutions alternatives et aussi à éduquer ses partisans à respecter les règles et les principes que le Bénin s'est fixés. Maintenant, par rapport à l'affaire concernant M. Hugues Sosoupé, l'opposition est bel et bien dans son rôle. Non pas systématique, mais c'est dans ses prérogatives d'opiner sur toutes les questions qui intéressent la gestion de l'État. Et le communiqué ou le point de presse qui a été fait récemment vient à point nommé pour rappeler que bien évidemment, l'activiste a été arrêté, mais il y a trop de zones d'ombre pour que l'opposition puisse se taire par rapport à ça. Donc, oui, l'opposition est dans son rôle et elle a la prérogative d'interpeller de manière publique d'ailleurs et officielle le gouvernement en place lorsque un citoyen ou un concitoyen est arrêté dans des conditions dans lesquelles beaucoup de zones d'ombre subsistent. Donc, voilà. Alors, Augustin Sodinou, à vous, cette même interrogation. Est-ce que dans de pareilles conditions, on peut se permettre de dire que l'opposition est dans son rôle, en tout cas, jusque-là? Alors, il a malheureusement des événements malheureux qui se produisent tous les jours dans notre pays, et même sur des citoyens dans la diaspora. Et je ne vois pas l'opposition s'en préoccuper. Et c'est seulement lorsque l'opposition se trouve, je sais pas comment je vais qualifier ça, mais lorsque il s'agit des citoyens qui, entre-temps, apportaient de l'eau au moulin de l'opposition, ce n'est qu'à ce moment que nous entendons la voix de cette opposition. Quelle est cette opposition qui ne défend que les acteurs politiques? Un parti politique devrait être au service du bien-être de l'ensemble de ses militants, pas seulement ceux qui apportaient de l'eau à leur moulin. Car le sieur dont il s'agit, M. Hugues Sosoupé, a quitté le Bénin et serait réfugié au Togo, reconnu tel par le Togo, qui est un État souverain, et le Bénin aussi, étant un État souverain, ne reconnaîtrait certainement pas ce statut de réfugié politique que l'État souverain du Togo aurait reconnu. Dès lors que par voie électronique, ce citoyen fait des agissements qui portent préjudice à un certain niveau de la sécurité nationale, je crois qu'il est de bon ton que la justice béninoise demande des comptes à ce citoyen. Et lorsque, dans un tel contexte, nous voyons l'opposition rapidement tenir une conférence de presse, Oui.
nous nous voyons un peu dans le scénario qui s'est passé lors de l'interpellation de Steve Amoussou ou de Frère Houvi. Et je me dis, ben, est-ce que ce n'est pas la même chose que les gens répètent? Ça veut dire quoi? Cette méthode d'aller vite en besogne lorsqu'il s'agit des éléments qui peut-être sont des éléments qui répondent à des actions que cette opposition même commandite, pour aller dans la précipitation et après faire du rétropédalage en ne reconnaissant plus les déclarations qu'ils ont eu à faire au préalable. Est-ce que ce n'est pas la même chose qu'on est en train de voir? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir une opposition qui joue sur l'émotion des Béninois au lieu de se concentrer sur ce qui se passe de façon concrète, mais d'aller juste dans le divertissement? Et je me dis, lorsque on manque d'éléments pour animer la vie politique, il vaut mieux s'accrocher à ce qui peut apporter un plus à tout ce que le président Patrice Talon fait, à ce qui peut apporter des éléments à mettre en œuvre pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des Béninois. Il vaut mieux aller s'accrocher à ça pour aller dans du concret, car celui qui a été arrêté est au mains de la justice de notre pays. Alors, à quoi sert tout ce tohu-bohu, tout ce que nous entendons? Je me pose cette question et je me dis, il serait mieux qu'on se comporte dans la République, dans un État démocratique, qu'on se comporte comme des personnes qu'on doit respecter, car à chaque fois quand les personnes qu'on respecte sortent et parlent, ça s'accroche et ça amène quelque chose de plus. Voilà. Alors, Shadrack Agbetou, vous avez suivi Augustin Sodinou, qui est revenu justement sur ce fait, qui a rappelé dans ses propos, oui, qu'il y a eu des situations, d'autres situations qui se sont donc produites à l'extérieur du pays. La réaction n'a pas été la même de la part de l'opposition. La question ici, celle qu'on se pose, c'est de savoir, ah oui, les raisons qui peuvent en tout cas, qui sous-tendent tout simplement une telle conférence, un tel point de presse. Alors, j'aimerais rappeler que les droits de l'homme ne se négocient pas, ils se respectent. Dans cette dynamique, je trouve un peu, excusez-moi le terme, désobligeant de voir ou de constater une certaine, un aspect folklorique dans le fait que des gens puissent se lever pour porter la voix de ceux qui ne le peuvent pas forcément et rappeler que nous vivons dans un pays démocratique et qu'à cet effet, il y a des règles qu'il faut respecter. Oui, je suis d'accord pour que chacun puisse répondre de son propre fait, mais il faut également que ceux qui sont habilités à faire respecter les lois lorsqu'elles sont violées puissent également respecter les règles et les procédures en la matière. Par rapport à l'arrestation, si je peux le dire ainsi, de M. Hugues Sossoukwe, oui. Nous, dans notre posture de défenseur des droits humains, nous fustigeons le fait que les procédures à respecter dans le cas d'espèce ne soient pas respectées. Jusqu'à l'heure où on parle, nous n'avons pas encore assez d'éléments probants pour faire des analyses assez objective. Mais pour l'heure, nous attendons la réaction de la Côte d'Ivoire et du Togo par rapport à ce qui est en train de se passer. On a dit que M. Hugues Sossoukwe a obtenu le statut de réfugié auprès de l'État togolais et qu'il se serait rendu à l'Ivoire forum d'Ivoire, oui, voilà, pour une conférence internationale. Voilà. Et que c'est suite à son arrivée là-bas qu'il aurait été arrêté ou qu'il a été arrêté. Il est important que dans un pays démocratique, oui. Et je suis d'accord avec mon co-débatteur sur le fait que le Bénin est en train de faire des prouesses, mais il est important que les règles, les droits, les libertés fondamentales, quelle que soit l'appartenance politique d'une personne, quelle que soit sa sensibilité politique, il faut que les règles soient respectées afin que
nous soyons d'accord nous soyons sur la même longueur d'ordre quand il s'agit de l'idéal démocratique que nos pères nous ont laissé depuis 1990 à la suite de la conférence nationale. Mais à voir les tractations qui s'observent de part et d'autre quand il s'agit d'arrêter ou d'appeler les gens à répondre de leurs faits, quand il s'agit de ceux qui ne critiquent plus ou moins l'action du gouvernement, il y a des questions à se poser sur l'essentiel à respecter quand il s'agit d'interpellation de personnes soupçonnées d'avoir enfreint à la loi. Alors, quelle réaction vous attendez de la part de la Côte d'Ivoire, du Togo, puisque vous avez dit que jusque-là, il faut d'abord attendre une réaction de la part de ces deux États afin d'avoir des arguments aussi probants, des exemples tangibles pour appuyer ces analyses. Oui, évidemment. Il faut un communiqué officiel de l'État ivoirien pour nous donner plus de précision sur les conditions dans lesquelles M. Hugues Sossoukwe a été arrêté. Parce que, vous savez, lorsque vous avez le statut de... Vous avez suivi la déclaration du collège des avocats de Hugues Sossoukwe? Si, j'ai suivi la déclaration. Mais ce sur quoi on est tous d'accord, c'est sur les chefs d'accusation et sur le lieu où se trouve présentement M. Hugues Sossoukwe. Maintenant, lorsque vous avez le statut de réfugié auprès d'un État, vous bénéficiez d'une protection internationale. Et à cet effet, en principe, je dis bien en principe, il y a une procédure qui doit être observée quand il va s'agir d'aller arrêter un réfugié dans un autre État. D'abord, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin font partie de la Convention de Vienne, la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, qui fait obligation à chaque État de protéger les réfugiés, quelle que soit leur position géographique. De ce fait, il leur est fait obligation aussi de ne pas refouler ou de ne pas expulser. Et si on va loin dans l'analyse, on va voir que pour procéder en griffe à l'extradition d'une personne, il faut encore moins un réfugié, il faut en principe qu'un juge puisse donner l'ordre. Et ce juge-là est appelé quand même à apprécier les éléments et à voir dans quelle mesure, si on retourne le citoyen à son état d'origine, ce dernier soit traité dans les bonnes conditions. Mais dans le cas d'espèce, jusqu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas véritablement... et vous allez voir que l'opposition partage, qu'on le veuille ou non, je l'ai dit, les mêmes inquiétudes que moi. Parce que ce que l'opposition, le point de presse de l'opposition n'est pas a priori une question politique, mais une question patriote. Patriote dans le sens où on ne peut pas banaliser le fait que des citoyens soient arrêtés dans des conditions que l'on ne connaît pas. On ne refuse pas que chaque personne qui enfreint la loi puisse être amenée à répondre de son acte, mais quand même, il faut aussi une certaine, une certaine éthique et une certaine responsabilité dans l'arrestation des individus. Merci. Alors oui, Augustin Kpere-Bosoguin, vous l'avez suivi. Oui, je l'ai suivi avec attention. Monsieur Agbetou, je crois que je vais vous inviter à faire estomper vos inquiétudes, car vous vivez en République du Bénin, où les événements que nous voyons nous rassurent chaque jour de l'indépendance de notre appareil judiciaire. Excusez-moi. Vous devrez être fiers de votre pays, des avancées que nous avons connues et de l'indépendance des institutions, où la justice fait correctement et convenablement son travail. Mais je peux vous assurer que l'opposition n'est pas inquiète, pas du tout. C'est une fois encore pour eux une manière d'animer la vie politique, malheureusement. Car vous m'avez paru superficiel dans l'énoncé des dispositions
de la Convention de Vienne, en présentant cette situation comme une situation, d'ailleurs, qui n'est pas unique au monde. Ça s'est passé partout, même des États-Unis dans un autre pays. Et vous semblez occulter l'alinéa 2 de l'article 33 de cette Convention de Vienne, où il y a des exceptions. Il y a des cas prévus par la loi, par des dispositions de cette convention, où un État pourrait être amené à avoir l'extradition d'un de ses citoyens, fût-il réfugié, fût-il bénéficiaire du statut de réfugié dans un autre pays. Et nous sommes dans ce cas. Nous sommes à l'ère du numérique, où un citoyen peut rester dans un pays X et agir fortement dans un pays Y. Et c'est d'ailleurs le cas. Nous avons tous lu tout ce que notre confrère, notre concitoyen, je ne suis pas journaliste pour être son confrère, notre concitoyen écrivait dans les événements malheureux des terroristes sur notre territoire. On aurait même cru qu'il était prévenu, lui, du malheur qui doit nous frapper sur notre territoire national. Avec ces événements, il était clair que la sécurité nationale était en péril. Et malheureusement, des citoyens béninois sont informés en avance avant que le malheur ne frappe le peuple béninois. C'est inadmissible. Aussi, sur cette liste d'exceptions, chaque État étant souverain, le Togo, en faisant bénéficier à un citoyen, à un ressortissant béninois d'un statut de réfugié, n'oblige pas le Bénin. Le Bénin, si le Bénin avait reconnu le statut de réfugié à Hugues Sossoupé, je crois que le non-refoulement serait observé. Et ce n'est pas le Bénin seul maintenant dans le cas d'espèce. Si la Côte d'Ivoire aussi avait reconnu un statut de réfugié à Hugues Sossoupé, on n'aurait pas opéré son extradition. Et le Bénin et la Côte d'Ivoire, de toute évidence, dans un accord bilatéral de sécurité, a fait cette opération-là. Et ce qui devrait nous réjouir, c'est qu'aujourd'hui, en tant que Béninois, nous devons savoir où est-ce, à n'importe quel endroit du globe où nous devons nous retrouver, si nous posons des actes et de façon délibérée, nous prouvons que nous nous réjouissons du malheur qui arrive au peuple béninois, nous devons nous rassurer que nous allons répondre de cela dans notre pays. Et tout le monde sait, là où séjourne aujourd'hui Hugues Sossoupé. D'ailleurs, sur les écrans d'une autre chaîne internationale, nous avons aperçu une vidéo de Hugues Sossoupé dans un véhicule d'État et tout le monde sait qu'il se trouve actuellement au niveau de la prison civile de Ouidah. L'opposition n'est pas du tout inquiète. L'opposition n'est même pas du tout. Et d'ailleurs, ça s'illustre de tout ce qu'ils sont en train de faire depuis les histoires de Madougou, de Joël Aïva. Nous voyons clairement que ce n'est pas en réalité les individus là qui préoccupent notre opposition. Non, mais c'est pour eux une manière d'animer la vie politique. Merci, Augustin Soudino. Alors, Shadrach Agbetou, on vous accorde la parole une fois, cette fois-ci, pour conclure très rapidement sur ce plateau. Avant de conclure, j'aimerais quand même faire une petite clarification. Voulez-vous dire? Allez-y très rapidement. Oui. Il ne s'agit pas de la Convention de Vienne, c'est la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Au-delà de ça, vous avez parlé de quelques exceptions, je suis totalement d'accord avec vous. Et lorsqu'on lit l'article 33 de cette convention-là, et aussi il y a une disposition contenue dans la convention, dans
dans la convention de l'Union africaine, voilà, sur les problèmes liés au statut des réfugiés, on va constater que tous les États qui font partie de cette affaire-là sont partis à ces différents instruments juridiques qui, en soi, protègent les droits de l'homme. Ce que nous reprochons, oui, ce n'est pas le fait que monsieur l'activiste dont on parle ait posé des actes qui, en principe, sont répréhensibles en vertu de ce que vous dites, mais sur le point important. Oui, allez-y très rapidement. Sur le point important sur lequel je tiens à mettre un point d'honneur, c'est bien évidemment les conditions dans lesquelles les personnes sont arrêtées. Et dans le cas d'espèce, nous savons, vous avez évoqué le cas de l'activiste. Allez-y très rapidement, puisque nous sommes pris par le temps. D'accord, je vais finir et dire juste que dans un pays démocratique, il y a des règles et il faut les respecter. Au-delà de ça, lorsque vous enfreignez la loi, vous devez en répondre. Mais pour en répondre, il faut qu'on vous donne les moyens pour vous défendre et que vous puissiez avoir gain de cause si possible. Alors, merci à vous. Shadrack, Augustin Sodinou, vous avez quelques secondes rapidement pour conclure. Je lançais l'appel au peuple béninois d'être serein et de suivre le cap que le gouvernement est en train de nous fixer, car nous sommes à la veille des élections, nous sommes dans une période préélectorale. Pourtant, le pays est en marche. Le pays est en marche parce que plus nous travaillons, plus longtemps on aurait travaillé, plus longtemps on va accumuler des richesses pour faire maintenant la rétribution et pour que l'État puisse protéger ses citoyens. Nous, il faut pas que le peuple tombe dans le piège de cette opposition. Il faut que le peuple soit serein en ayant confiance à la justice de notre pays qui ne nous a pas déçus jusque-là. Merci. À vous, Augustin Sodinou, vous êtes, je rappelle bien que vous êtes du parti, Union Progressiste Le Renouveau, un parti proche de la mouvance présidentielle sur ce plateau, avec nous ce dimanche 20 juillet 2025. En face de Augustin Sodinou aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est bien sûr Shadrack Agbetou, c'est un consultant en droit humain, lui, justement, qui a accepté donc participer à cette émission avec nous ce dimanche. Merci infiniment à chacun. Merci à tous de nous avoir suivis. Rappelons tout simplement que nos productions, l'ensemble de nos productions sont donc à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page YouTube, notre chaîne YouTube, j'allais dire Etele Benin, notre page Facebook Etele en direct, notre compte X Etele live, et sans oublier nos applications iOS et Android téléchargeables gratuitement sur Play Store Etele et tout simplement Etele avec vous. Pour vous, dimanche c'est politique se poursuit. Angèle Toboula reprend donc la conduite et laisser place juste après moi au plateau de 26 minutes en Afrique et dans le monde avec Maël Lawson. Restez donc bel et bien positionnés car l'information se poursuit.